Bonjour à tous, bienvenue à ce 6e webinaire d'Adelium. On est très très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de webinaire. C'est pas qu'on ne vous aime pas et qu'on n'a pas envie d'en faire, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, du coup, on s'est pris un petit peu de temps pour traiter ce sujet, somme toute, très intéressant et qu'on a pris beaucoup de plaisir à préparer en partenariat avec MKH. Du coup, je vais les laisser se présenter. Donc, bonjour Cyril, bonjour Wilfried. Hello. Bienvenue. Et Cyril, comme tu es notre guest star aujourd'hui, donc du coup, à toi l'honneur pour la présentation. Je vais me présenter rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Donc, c'est Cyril de l'entreprise MK, je suis le dirigeant. Donc, on est une agence spécialisée en référencement naturel et payant. Et on a beaucoup de plaisir à travailler avec Adelium sur tout ce qui est thématique UX notamment et SXO, on va en parler tout à l'heure. Donc, voilà, je serai votre expert SEO pour l'heure à venir. Avec plaisir. Et Wilfried, que certains d'entre vous connaissent déjà, mais Wilfried... Enchanté à tous et bonjour à tous. Alors moi, je suis UX Manager dans l'équipe Adelium et voilà, en fait, je vais faire très court, beaucoup plus court que Cyril pour le coup. De toute façon, vous m'avez déjà vu, vous me repérez et puis sur des questions, on va y répondre de toute façon. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Adelium, on est une agence digitale, un cabinet de conseil et un centre de formation. Notre propos, c'est de co-concevoir et concevoir des projets et des produits digitaux 100% orientés utilisateurs et performance. Voilà, alors on a un planning qui est super chargé aujourd'hui. Je vais vous le présenter, je ne fais pas de transition, je ne fais pas de fioriture, on y va direct. Donc on va voir et on va parler d'UX et de SEO en 2021. Quels sont les enjeux stratégiques? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en fait vos métiers? On va aborder cette fameuse question qui a fait réagir certains d'entre vous dans notre communication. Est-ce qu'il faut privilégier le SEO ou l'UX? Et là, peut-être que Cyril et Wilfried vont se battre. On ne sait pas. Je laisse le suspense. Bien sûr, on ne peut pas parler de ces deux thématiques sans parler de Page Experience, la nouvelle mise à jour de Google qui a eu lieu, il me semble, en mai, Cyril, si je ne m'abuse, mais on en reparlera. On abordera également le sujet de écrire sur un site. Est-ce qu'on écrit pour les robots? Est-ce qu'on écrit pour les utilisateurs? Comment ça se passe et quelles sont les techniques et les métiers qui sont liés à ça? Et en toute fin de webinaire, on vous proposera, alors on l'a appelé vulgairement takeaway, mais en fait, c'est un peu finalement des guidelines et puis des tips très concrets sur comment faire finalement pour faire vivre ces deux disciplines et prendre en compte ces deux disciplines dans vos projets digitaux. Alors, première question, les garçons. Quels sont les enjeux stratégiques de vos disciplines, donc du SEO, du SXO, je suis presque déjà, du SEO et de l'UX d'une manière générale et aussi en 2021? Je vais prendre la main, je vais pas laisser Gaëlle parler toute seule. Donc, je vais commencer effectivement en expliquant rapidement pourquoi le SEO est et reste important. Donc, le SEO qui est le référencement naturel et tout le trafic qu'on va pouvoir récupérer des moteurs de recherche sans les payer. Donc, on ne parle pas de référencement payant, mais bien de référencement naturel. Et le référencement naturel et tout le trafic qu'on peut obtenir des moteurs de recherche, dont Google en France essentiellement, qui monopolise depuis toujours plus de 90% du trafic en France, ça reste une des sources d'acquisition déjà en termes de volumétrie les plus volumétriques et surtout une source d'acquisition pas forcément onéreuse pour un trafic vraiment de qualité. Bon, derrière, on va pouvoir normalement bien le convertir si le site est bien travaillé niveau UX. Ça, je vais laisser Wilfried en parler. Mais voilà, ça reste vraiment une source de trafic qu'il ne faut pas négliger. Et puis, en plus, ça renforce la crédibilité de votre entreprise et vous êtes tous les premiers, on le dit depuis des années, quand on fait des recherches et qu'on voit les premiers résultats, ils vont nous donner plus confiance que lorsque notre site va se passer en deuxième, troisième, quatrième page. Et même, on va plus parler maintenant des 3 à 5 premiers résultats, puisque dès qu'on dépasse la 5e position naturelle, parce qu'on va en parler encore tout à l'heure des différents types de résultats, voilà, les internautes auront un peu moins confiance dans notre site et dans notre entreprise. Évidemment, tout ce trafic va nous permettre de générer plus d'engagement, plus d'argent si on a des ventes. En tout cas, voilà, c'est non négligeable. Et puis, comme je disais, si on n'est pas en première page de Google, on est invisible.
on reparlait de la première page ou du top 5. Et surtout, et c'est vraiment aussi l'objet de cette journée, c'est bien d'avoir des visiteurs sur son site. Encore faut-il lui proposer le bon contenu au bon moment et un contenu qui va vraiment être en corrélation avec son intention de recherche. Donc voilà, très rapidement, ça reste toujours très pertinent de faire du référencement naturel. Autant, il faut aussi travailler son site pour proposer ce qu'il faut à l'internaute. Et là, je vais donner la parole à Wilfried. Merci Cyril. Effectivement, c'est bien de pouvoir générer du trafic et amener du monde sur son site, mais c'est encore mieux d'apporter une expérience qui peut apporter de la satisfaction pour vos cibles, vos utilisateurs, vos clients, ce qui va forcément, et nous, on le constate constamment, favoriser la conversion. Parce qu'encore une fois, avoir du monde sur la plateforme et pas convertir, finalement, c'est mettre des efforts en amont pour rien. Forcément, ça va jouer sur la productivité. Pourquoi? Sur certaines plateformes où on va parler d'applications web, forcément, l'expérience va favoriser l'usage, l'ergonomie et donc la productivité. Et même en interne, l'expérience utilisateur va favoriser votre productivité sur la gestion de vos contenus. Bon, c'est pareil, on va le voir un peu tout au long de ce webinaire. Comme l'évoquait Cyril, avec être présent sur la première page de Google, ça joue sur votre notoriété, votre image, mais aussi sur la confiance, forcément. Une bonne expérience utilisateur, quand on arrive sur la plateforme, quand elle est favorisée, la confiance, on la maintient. Il n'y a pas la déception de « Ok, je suis arrivé via ce site parce qu'il est bien référencé et finalement, j'arrive sur la page et je ne trouve pas du tout ce que je recherche. » Et derrière, un client satisfait fait de la recommandation. Et un client satisfait parce qu'il a retrouvé l'information qu'il recherchait sur votre plateforme et que l'expérience était bonne, forcément, on la recommande. Donc, pour cette première question, je suis désolé, Gaël, on ne va pas se battre avec Cyril, on est plutôt complémentaires. Pour le coup, on en est là, effectivement. Maintenant, ok, mais par contre… Ouais, vas-y. Pardon. Par contre, vous nous vendez un peu du rêve là, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, le SEO, ça va amener beaucoup de trafic et puis l'UX, ça va aider finalement le trafic à se transformer et aussi à revenir. Donc, ça va créer une fidélisation finalement des utilisateurs. Mais en fait, il me semble que vous n'êtes pas bénévole. Donc, du coup, on est d'accord que sur un projet, ce sont des charges, parfois des grosses charges, il faut le dire. Et c'est vrai qu'on entend souvent nos clients, nous, donc d'un point de vue, alors moi, désolée, je suis une interlocutrice. Alors, je suis UX stratégiste, donc je fais aussi, généralement, je suis le porte-parole du client dans les projets. Donc, généralement, c'est moi qui tient ce genre de discours. Mais c'est vrai, en plus, c'est avec moi qui se fâche, en fait. C'est pas… Voilà. Mais c'est vrai que souvent, les clients nous disent, on est prêt à faire des concessions sur l'UX. Par contre, le SEO, c'est notre source principale de trafic, donc on ne veut pas faire de concessions. Et du coup, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Est-ce que qu'est-ce qui vaut mieux privilégier finalement, le SEO ou l'UX si on veut mettre le curseur? Comment ça se passe? Ce qui est marrant, c'est c'est un débat qui s'est reporté, puisque quand j'ai commencé le référencement il y a presque 15 ans maintenant, c'était on met tout le budget dans la création du site. On parlait pas du X, mais vraiment dans la création du site. Et puis s'il reste du budget, on fait du référencement. Ça avait commencé comme ça. Et au fur et à mesure, là, le référencement s'est vulgarisé. Les internautes, les clients, tout le monde se rend compte du potentiel et de l'intérêt de cette visibilité. Et même si effectivement ça rentre de plus en plus dans les budgets, dans les projets, c'est pas toujours encore le cas malheureusement, mais ça l'est peut-être plus que l'UX. Et je pense que c'est qu'un report, c'est-à-dire que l'UX reste quand même une branche qui est sous-évaluée par les clients, mais qui est de plus en plus importante. Et ce problème se reporte, c'est-à-dire que c'est de plus en plus intégré. Et il faut pas faire faut pas en privilégier l'un ou l'autre, ou pas faire de concessions. C'est conjoint, comme on va le voir certainement tout à l'heure, mais voilà, il faut les deux vont s'aider mutuellement. Donc il n'y a pas selon moi, il n'y a pas un budget à privilégier sur l'un ou sur l'autre. Il faut les anticiper tous les deux. Comme on le disait à l'époque pour le référencement il y a 10-15 ans, il faut anticiper le référencement. C'est toujours le cas. Maintenant, il faut anticiper le référencement l'UX et certainement d'autres métiers de plus en plus. Mais tout ça, c'est complémentaire. C'est mon avis en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. J'aurais quand même dit qu'il faut privilégier l'UX, mais je suis assez d'accord. On va se battre quand même, On t'avait pas dit pendant la préparation. Non, je dis ça parce que ce que tu dis, Cyril, qui est vachement intéressant, c'est qu'avant, on parlait de création du site. Je vais investir dans la création de mon site sur la partie graphique, la partie fonctionnelle.
Et l'UX, en termes d'expérience utilisateur, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, il y a aussi, je pense, sous-incompréhension et pas incompréhension de l'UX. Quand on parle d'expérience utilisateur, ben, faut qu'on se pose la question de à partir de quand commence cette expérience, en fait. Et quel est le point d'entrée sur ma plateforme et à partir de quand est-ce que je dois commencer à favoriser cette expérience. Et c'est là où je te rejoins sur l'expulsateur. Bah, pour moi, ça commence d'abord aussi par le référencement et ça se continue sur la plateforme. Et aujourd'hui, on se rend compte que Google, eux, ils n'ont pas lésiné sur les efforts pour l'expérience utilisateur, en fait. Là, dans cet exemple qu'on vous montre, on voit bien qu'en 2003, on avait une liste de résultats toute simple, toute basique. Et sur la partie droite, alors c'est pas très très visible, mais dans l'idée, c'est de montrer que Google s'est vachement enrichi sur leur écran de résultats. Et l'expérience utilisateur, elle commence tout de suite, en fait, puisque le contenu et les réponses sont adaptés aux besoins utilisateurs, quoi. On le voit effectivement sur les écrans que nous partage Gaël, c'est que Google s'est adapté aux attentes des internautes et on va en parler tout à l'heure, mais Google, ce n'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse. Il essaye tout de suite de donner de l'information, voire même de répondre à l'interrogation de l'internaute. Son objectif, c'est avant même qu'il y pense. Ça, on y arrive tout doucement, mais en tout cas, voilà, quand l'internaute émet une requête, c'est tout de suite proposer des résultats qui vont répondre plus ou moins à ses attentes et que derrière, l'internaute puisse aller creuser encore plus. Et c'est aussi à nous d'adapter, comme le disait Wilfried, dès le référencement, le résultat qu'on va proposer, dans la réflexion de comment on veut être visible et quelle information on va apporter. Et derrière, cela se continue sur le site. Voilà, une fois que le référencement a permis d'apporter le visiteur, derrière, il faut réussir à le garder et le faire revenir, comme le disait Gaël. C'est pour ça que je suis, excuse-moi Gaël, je suis pas tout à fait d'accord avec Cyril tout à l'heure, mais en fait finalement je le suis assez bien. C'est mieux. Cette notion du UX, elle englobe, de mon point de vue, le SEO en fait, clairement. Et que l'exploitateur, elle commence ici, quoi, directement. Vas-y, Gaël. Non, en fait, c'était à peu près ce que je voulais dire pour résumer. Donc, c'est vrai qu'en UX, nous, on travaille beaucoup les parcours. C'est le premier mot qu'on a à la bouche. D'abord, la stratégie et après les parcours. Mais c'est vrai qu'un parcours utilisateur, en fait, on a le parcours client qui est la vision un peu plus large du parcours utilisateur, qui est une vision réduite de l'utilisation. Enfin, réduite. Oh, je ne veux pas dire réduite. La vision de l'utilisation d'un produit en particulier, on va dire. L'expérience client est une vision un peu plus macro des interactions finalement qu'il y a entre l'entreprise et le client. Et là, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, effectivement, on est dans un parcours client et on est au début, on est dans la phase de besoin, dans la phase de recherche et d'exploration et on n'a pas besoin d'un support digital et d'un site. On a déjà Google qui est finalement la première brique de l'expérience. Ouais. Parce qu'on peut totalement être visible sur Google sans avoir de site. Alors forcément, on va se passer de pas mal de potentiel, mais on a des possibilités d'être présent sans site. Évidemment, avec un site, on va quand même réussir à couvrir on va être beaucoup plus visible, mais rien qu'avec une fiche Google My Business, par exemple, on peut déjà être présent et avoir de la notoriété et de la visibilité. Mais ça ne suffit pas, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une réflexion globale qui entre aussi, nous, dans nos prestations de référencement, dès qu'on aborde un nouveau projet, c'est de savoir où on veut afficher le client sur la page, sous quelle forme, que ce soit des avis, que ce soit sous forme de fiche Google My Business, que ce soit dans les publicités, que ce soit avec des images, des vidéos. Enfin voilà, il faut s'adapter aux évolutions de Google qui correspondent tout simplement aux attentes des internautes. Alors, est-ce que tu pourrais juste expliquer, Cyril, justement, cette partie-là à droite, et tu parles de Google My Business, peut-être que ça ne parle pas à l'ensemble des personnes. Est-ce que du coup, tu pourrais peut-être détailler ça? Oui, tout à fait. Alors là, on a un exemple, une page de résultats exemples avec différentes typologies de résultats. Il y en a beaucoup plus. On est sur des dizaines de typologies de résultats qui existent. Là, on a les plus connus avec effectivement en anglais le local pack. Donc les résultats locaux, les fameuses fiches Google My Business qui vont vous permettre d'enregistrer votre entreprise dans l'annuaire de Google. Et lorsqu'il y a une recherche locale, Google va pouvoir afficher les entreprises locales qui correspondent à votre besoin. Donc là, on est vraiment sur l'annuaire de Google avec en plus la possibilité de cliquer sur les annuaires et de cliquer sur les itinéraires, d'utiliser Google Maps, je pense que tout le monde connaît. Les recherches associées qui vont permettre d'orienter l'internaute sur des questionnements qui se posent en fonction de sa propre requête. Des vidéos, évidemment. Alors, pas que YouTube, on pourrait croire que ça serait que YouTube, mais c'est YouTube et autres plateformes vidéo. Les résultats naturels, donc c'est là où le référencement naturel basique va entrer en jeu.
les fiches Google Shopping au travers de Google Ads, donc les publicités sur Google Ads, en sachant que là, même sur la page qui est affichée là, on n'a pas de publicité hormis Shopping. On aurait aussi pu avoir des publicités tout en haut, les Google Ads. Et à côté, le Knowledge Graph, donc qui sont vraiment les informations que Google va pouvoir récupérer sur de nombreux sites. Celui qu'on connaît le plus, c'est Wikipédia, mais il y en a tellement d'autres. En fonction de la requête, il va aller scraper, récupérer des informations sur les sites qui lui paraissent pertinents pour tout de suite répondre à votre question et même vous encourager à la navigation, puisqu'en dessous, on a des liens connexes sur des sujets proches de votre requête. Et là, on est vraiment que sur quelques exemples de typologie de résultats. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. D'accord. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est ce qu'on a en tête quand on fait du marketing, les résultats de recherche, finalement, aujourd'hui, ils peuvent être hyper minimisés par rapport à tout le reste. Et encore, là, on n'a pas les ads parce on parle de référencement naturel, mais potentiellement, on a encore une couche d'ads au-dessus, quoi. C'est ça. Et qui peut prendre plus ou moins de place. Si maintenant, on regarde sur un mobile, qui devient quand même l'outil le plus utilisé, ça va nous monopoliser 50-60% de l'écran rien qu'avec des publicités sur certaines requêtes. Ok. Là, typiquement, ce qu'on souhaitait vous montrer, cette image. Alors, pour OTA, c'est Online Travel Agent, donc les agents de voyage en ligne, qui sont souvent les premières passerelles avant, dans l'exemple en tout cas, les hôtels. Typiquement, quand on veut réserver un hôtel, on va souvent sur Booking et moins souvent enfin, je donne Booking comme exemple, il y a d'autres plateformes, et on va pas forcément directement sur le site de l'hôtel. Avant d'aller sur Booking ou autre site de réservation, on passe par Google finalement. Et c'est là où Google devient un peu le point d'entrée vers toutes ces réservations, et de même pour les articles qui sont aussi proposés par ces agences en ligne, qui sont reproposés par ce qu'évoquait tout à l'heure Gaël, les ads, et qui sont seulement vus par l'utilisateur. Et là, il y a une espèce de goulot, un entonnoir où Google forcément capitalise sur les utilisateurs et après dessert sur le contenu. Et c'est là où on se rend bien compte que l'écran d'accueil de votre contenu, de votre stratégie, c'est le moteur de recherche finalement. Et que cette expérience, comme l'a évoqué Gaël, elle commence ici en fait. Donc là, on a une petite question, est-ce que Google est votre concurrent ? Non, je ne pense pas, moi, qu'il le soit, mais il faut quand même s'en méfier, pas trop lui en fournir, et en même temps, comme l'a très bien dit Cyril, avoir un site Google My Business ne suffit pas, parce qu'il faut avoir son propre site, avoir généré du trafic et la conversion et tout ce qu'on a dit en amont, quoi. Alors, Will, juste, je t'interromps, mais apparemment, il y a des personnes qui sont assez fans de tes schémas. Et du coup, on se demandait, moi aussi d'ailleurs, je me demande, est-ce que c'est toi qui les as fait? Non, effectivement, je ne les ai pas inventés. Et pour le coup, j'admets que j'ai oublié de mettre la source. Ça vient de Nelson Group. Nelson Norman Group. Et je pourrais vous partager le lien vers l'article d'origine avec moi aussi, je les ai su, Tiffany. Mais il est capable de faire des super schémas. On vous fera ça un jour. Hein. Là, c'est vrai qu'on est un peu tous sous l'eau, mais un jour, il vous fera des beaux schémas. Promis. En live même. En live. Et pour compléter juste ce que disait Will, c'est qu'effectivement, il faut faire attention puisque Google peut utiliser votre contenu et peut presque se passer de vous. Mais de l'autre côté, est-ce que vous pouvez vous passer de Google et du trafic qu'il va pouvoir vous apporter? Donc, c'est une grosse réflexion. Je suis convaincu qu'il vaut mieux utiliser Google en bonne intelligence plutôt que se dire non, je n'ai pas envie que Google puisse m'utiliser. Maintenant, voilà, c'est une réflexion à avoir, mais dans tous les cas, les apports sont nombreux et les avantages, ils sont non négligeables. Mais là, de ce que je comprends, du coup, c'est que, en fait, quand on passe des heures et des heures à travailler une homepage, à travailler des menus de navigation sur les sites pour faire en sorte que le taux de transformation soit optimal et que l'utilisateur comprenne bien notre métier et tout, en fait, quand on fait du SEO, c'est quasiment inutile finalement de faire ça parce qu'on n'aura pas forcément toujours la homepage qui est affichée et ce schéma présente bien quand même qu'il y a tellement d'autres contenus sur lesquels l'utilisateur va atterrir finalement. Au contraire, ouais, c'est ça, c'est que alors évidemment la page d'accueil est souvent c'est la page qui a le plus de poids en termes de référencement naturel, donc on va pouvoir aller chercher des mots-clés très concurrentiels, mais il n'empêche que c'est quasiment toujours les pages internes plus ou moins profondes dans l'arborescence qui vont permettre d'obtenir un trafic vraiment qualifié qui va convertir. Donc
autant il faut qu'au niveau UX, le parcours soit travaillé et réfléchi, autant l'internaute, il va pas toujours suivre un chemin normal, mais va peut-être arriver directement sur la page de conversion, même peut-être directement un formulaire, s'il a été travaillé pour le SEO. Et donc, il faut qu'à tout moment, dans l'arborescence et dans la navigation, l'internaute s'y retrouve et puisse convertir. Donc, effectivement, là, on a une remarque de Mathieu qui nous dit, du coup, par exemple, pour les sites e-commerce, la page produit, c'est la page la plus importante, stratégiquement parlant. En termes de référencement, oui et non. C'est-à-dire que si nos pages de produits sont bien travaillées, évidemment, quelqu'un qui va chercher une chaussure d'une certaine couleur, dans une certaine pointure, d'une certaine marque, et qui tombe sur votre fiche produit, le taux de conversion va être extrêmement élevé parce qu'il va tomber directement sur la fiche produit de sa recherche. Maintenant, la volumétrie de trafic que cette recherche va brasser sera pas forcément non plus la plus importante. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de pages bien référencées pour en vendre beaucoup. Mais pourquoi pas aussi privilégier les catégories qui vont permettre de brasser plus de trafic. Ça sera un peu plus tout venant, mais on aura des mots un peu plus génériques qui vont brasser plus de volume. Dans tous les cas, la stratégie, elle est multiple. Il faut travailler les deux. Mais évidemment qu'en termes de taux de conversion, une page produit, si on arrive à envoyer un internaute qui est en phase de recherche active sur la bonne page produit tout de suite, au lieu d'envoyer sur une catégorie, on va devoir mettre en place des filtres ou trouver son produit recherché. C'est pas la même démarche, mais les deux sont complémentaires. D'accord. Très bien. C'était tout pour cette partie-là, ou vous aviez encore des choses à dire? C'est bon. C'est bon. Alors, effectivement, on tenait quand même à aborder ce sujet qui est finalement le signal que Google accorde de l'importance. Enfin, on a eu ce signal que Google accorde vraiment beaucoup d'importance à l'expérience utilisateur. Et du coup, l'idée, c'est qu'on échange un petit peu sur cette mise à jour qui s'appelle Page Experience et sur les Core Web Vitals qui sont les nouveaux critères de prise en compte de Google. Donc, je vous laisse. Je ne sais pas lequel des deux... On va pas entrer dans trop le technique, on va perdre tout le monde sinon. Non, pas trop technique, mais par contre, c'est vrai que franchement, c'est hyper important. On nous pose souvent la question, nous, les clients, et c'est vrai d'ailleurs qu'on attend beaucoup d'une agence orientée UX qu'elle monte sur ce genre de sujet, alors qu'en fait, ce sont des sujets qui sont très SEO, donc c'est rigolo, c'est vraiment un sujet qui est hyper central entre nos deux métiers. Ouais. Je vais laisser je vais commencer, mais je vais tester la parole sur le. C'est ce que j'allais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que l'approche de Google sur l'expérience utilisateur, sur la notion du UX, elle est finalement pas du tout ce qu'on comprend de manière générale, où souvent l'UX est réduit à de belles maquettes ou ce qu'on appelle des wireframes, des fameux schémas fil de fer. Alors que là, dans l'expérience utilisateur que met en avant Google, on parle de temps de chargement, de l'interactivité au niveau des clics, de la stabilité du contenu, des choses qui peuvent paraître très techniques. Et c'est là où, fondamentalement, c'est un ensemble de plusieurs composants qui contribuent à une bonne UX, en fait, à une bonne expérience utilisateur. Donc, quand je dis que je vais laisser la parole à Cyril, c'est plus sur la partie un peu détail, sans aller trop dans pour vous perdre. Mais ce que je veux dire, c'est que Google met en avant des premiers critères qui sont, pour moi, un début de beaucoup d'autres critères qui vont arriver et qui vont favoriser certains sites et donc pénaliser d'autres sites, en fait. Si tu veux, je prends le relais. Par rapport à ce que dit Will, ça va encore plus loin que ça, selon moi. C'est que Google est toujours, entre guillemets, précurseur sur les attentes des internautes. Je pense qu'ils sont très forts en UX. Et ils nous imposent un petit peu le futur. Quand on voit ce qui est dans la slide en bas de page, l'ergonomie mobile, Google nous a imposé d'avoir des sites adaptatifs et responsives à un moment, sinon votre référencement s'effondrait. Le HTTPS, la navigation sécurisée, le SSL, tout ça, avant que Google impose le passage en HTTPS pour avoir des sites bien référencés et sécurisés, les taux de sites en HTTPS étaient très faibles. Or, dès lors qu'il l'a imposé, la courbe, elle était exponentielle. Les publicités, tout le monde se souvient des sites où il y avait des pubs de tous les côtés avec des pop-up. Google, maintenant, pénalise les sites qui ont trop de publicité. Donc, c'est dans l'air du temps. Il nous laisse chaque fois le temps de nous adapter, notamment avec cette mise à jour dont on va parler là. Mais il nous impose les choses et pour le meilleur pour l'internaute. Évidemment, les agences telles que les nôtres, alors on est content de faire des sites beaux, rapides, sécurisés, mais c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la technique, c'est pas si facile. Et pour les clients, c'est pas forcément des budgets qui sont toujours prévus. Malgré tout, ils nous imposent les choses, ils nous laissent le temps. Là, quand on parle de la web expérience, donc là, Gaël disait qu'il y a la mise à jour qui était prévue pour mai, mais qui a été reportée pour juin. Ils nous en parlent depuis des mois, je dirais même des années. Donc, on a eu le temps de s'y préparer.
Ça fait longtemps qu'on le sait. Moi, je sais que j'étais un des premiers à embêter Adelium en leur disant attention, le FID, le CLS, enfin tous ces indicateurs que personne ne connaissait vraiment avant, il faut y faire attention parce que Google va nous l'imposer. Là, on est dans le dur. Alors, on va pas encore être dans le cadre de pénalisation du référencement, sauf ceux qui ont des très mauvaises notes, mais ils vont imposer tous les sites à s'améliorer. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que ça rajoute beaucoup de travail et de réflexion à nous, que ce soit référenceur, UX, développeur, tout le monde doit s'adapter, mais c'est pour aller vers le mieux. Donc voilà, Google va attendre des évolutions en termes de temps de chargement, de développement pour se bien développer dès le départ, que les éléments ne bougent pas dans la page. Tout ça, c'est bon pour l'internaute, à nous nous adapter. Et voilà, de toute façon, si on veut avoir un trafic en termes de référencement naturel, on n'a pas le choix. Même en termes de trafic de référencement payant, un site qui n'est pas adaptatif, Google va pouvoir bloquer certaines publicités lorsque votre site n'est pas adaptatif. Donc, il impose les choses, c'est bon pour l'internaute et à nous et vous de vous adapter. On n'a de toute façon pas le choix. Il nous a laissé le temps et maintenant, il faut sauter le pas. Ok, et du coup, est-ce que vous pourriez juste expliquer, sans rentrer dans trop de détails techniques, mais les 3 critères sur lesquels il faut faire attention pour être page experience opti? Ouais, carrément. Alors, les 3 critères supplémentaires, comme l'a évoqué Voilà. Cyril juste avant. Donc, le temps de chargement, effectivement, c'est la page, combien de temps elle prend avant d'être complètement chargée, que l'internaute puisse pouvoir accéder au contenu. L'interactivité au clic sur les liens, boutons, etc., c'est au moment où l'utilisateur clique sur un élément, si techniquement il y a de la latence et que ça ne réagit pas forcément assez rapidement, pareil, ça nuit à l'expérience et Google le notera. Et la stabilité du contenu lors de son chargement, il arrive beaucoup trop souvent que certains contenus apparaissent quand la majorité est présente. Et donc, quand l'internaute souhaite accéder à un élément ou cliquer sur un lien, un contenu apparaît et décale en fait le reste et finalement clique pas sur le bon lien ou n'a pas la bonne information au bon moment en fait. C'est le spam de pub hyper relou qu'on a quand on navigue, c'est ça, surtout en mobile d'ailleurs. Surtout en mobile qui arrive en décalé par rapport au reste et qui nuit considérablement donc à l'expérience. Et c'est là où pas que, mais c'est beaucoup ça. Mais voilà, il y a des éléments qui bougent parce que ça a été codé d'une telle façon qu'ils arrivent un peu plus tard ou qu'ils sont décalés. Mais oui, les pubs, c'était une des techniques aussi pour mettre en avant les pubs. C'est vrai que les images, les bannières d'images, typiquement, quand l'image prend du temps à charger parce qu'elle est un peu lourde, donc elle va arriver plus tard, donc sa taille va décaler le reste. Ça, il faut l'anticiper aussi parce que l'internaute avait potentiellement commencé à lire et le contenu textuel est déplacé. C'est intéressant parce que par rapport à l'évolution de 2003 où Google listait en annuaire et cherchait simplement des mots-clés, là, on n'en est plus du tout là, en fait. Et c'est là où cette notion d'expérience, elle a fortement évolué. Et je rejoins Cyril sur ce que nous impose Google pour le mieux pour l'utilisateur final, quoi. Alors, on a une question de Tiffany qui nous demande d'où provient cet écran, d'où proviennent les indicateurs, en fait, les notes ici. Sur quel site on peut aller, je crois, Tiffany, que c'est ça le sens de ta question, sur quel site on peut aller pour pouvoir évaluer ces critères-là, en fait? Ouais, alors sur Chrome, je sais qu'il y a la possibilité de faire appel au Lighthouse, donc le phare, en fait, directement et évaluer son propre site. Après, je sais qu'il y a une autre page dédiée, je ne sais pas si tu la connais, Cyril. J'ai plus la page Google PageSpeed. Vous allez sur Google, vous tapez Google PageSpeed, ça vous fait les tests, ça va déjà vous guider sur ce qui va pas. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que si vous avez tous les indicateurs dans le vert, c'est déjà bien. Ça sert à rien. Alors, c'est bien d'avoir du 100 sur 100 partout. C'est très compliqué, voire quasi impossible, puisque ces critères évoluent tout le temps. Ils les revoient tout le temps à la hausse. C'est-à-dire que si vous êtes à 100 sur 100 un jour, 2 jours après, vous êtes passé peut-être à 95 ou 90%. Moi, j'ai vraiment déjà remarqué des différences quand on passe de tout rouge à tout vert. C'est assez flagrant, que ce soit pour l'expérience utilisateur, puisque c'est ça l'objectif malgré tout. Donc, quand on a un site qui passe du rouge au vert, on voit la différence en termes de visibilité, même si les études sont peu nombreuses et que, soi-disant, la mise à jour n'est pas encore passée. Moi, j'ai vraiment déjà vu des grosses hausses de positionnement suite à des gros travaux en termes de vitesse. Donc, voilà, regardez déjà les couleurs, elles sont parlantes. Alors, de mémoire, il faut être au-dessus de 80 pour être dans le vert. Je crois que c'est même pas ça, 85%. De toute façon, l'objectif, c'est d'améliorer l'état de l'art dans lequel vous êtes et d'essayer d'aller au mieux. C'est toujours plus facile lorsqu'on fait une refonte que lorsqu'on travaille un site existant.
évidemment. Mais voilà, combien de sites que l'on analyse sont encore dans le rouge partout avec des temps de chargement à 10, 15, 20 secondes. Enfin, c'est faramineux. Encore plus qu'on est sur mobile et qu'on a une page qui va peser 15, 20 mégas. Alors, on est tous quasiment tous fibrés tout doucement ou on est tous en 4G, 5G. Tout est beau, tout va vite. Malgré tout, des pages qui pèsent plus même d'1 méga, c'est inconcevable. Donc voilà, il y a des efforts à faire rapides et faciles. Plus on va aller haut dans la note et plus on va aller dans le vert, plus ça va être compliqué. Et surtout, n'hésitez pas à bien investiguer. Nous, je sais qu'on a eu des soucis récemment avec un des clients qu'on a en conversion rate optimization. Donc, on fait de l'optimisation continue de conversion. Et en fait, on avait les taux qui ont baissé d'un coup. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que on a mis pas mal de tests AB sur le site et que en fait, l'AB testing, ça kill les performances du site, par exemple. Pas tous les outils, mais par exemple, Google Optimize est pas top pour les performances du site. Donc, c'est vrai qu'il y a Google pas mal de Analytics choses, non plus. Voilà. Ouais, si on regarde, des outils de Google vous font baisser votre note. Donc, au bout d'un moment, voilà, viser le 100 sur 100, c'est impossible. Ouais, voilà. Ok, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est bon pour moi. Alors, Mathieu, du coup, il vient d'écrire, mais du coup, pour les sites à expérience interactive immersive, est-ce que ça va changer quelque chose ou est-ce que ça va finalement impacter la tendance des expériences très immersives comme ça, sachant qu'on sait que par définition, une expérience où il y a beaucoup d'animation et tout, ça ralentit les sites. Il y aura des réflexions à avoir dans la stratégie d'acquisition. Hein. Ça sera pas forcément. Il y aura peut-être des pages de contenu à faire qui seront en dehors de l'arborescence. Enfin, il y a toujours des solutions, mais évidemment que faire ranker des pages qui vont être très lourdes en termes de script, d'animation, de ressources, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, il faudra peut-être trouver des pages d'acquisition différentes. Et pour cette notion de note, il peut y avoir des choses qui se chargent en asynchrone, mais il faut pouvoir montrer un premier niveau d'information à l'utilisateur et indiquer qu'il y a des chargements qui arrivent au fur et à mesure, en fait. C'est aussi ça qui faut mettre en place. Et après, il faut pas non plus, comme dit, avoir un 100 sur 100, c'est bien beau. L'objectif, c'est d'avoir un site rapide et qui se charge correctement. C'est pas parce que vous allez avoir 100 sur 100 et que votre concurrent est la 99 que vous allez être mieux référencé ou que l'expérience utilisateur va en être dégradée. Ça reste des indicateurs que Google nous communique. Il y en a d'autres qui n'utilisent pas ou d'autres qui utilisent des indicateurs avec d'autres niveaux d'importance. L'objectif, c'est d'avoir une vitesse de chargement qui reste raisonnable et agréable pour tout le monde et qui ne pénalise pas le référencement. On ne parle pas encore de boost de référencement en fonction du pourcentage de notes. Si déjà vous n'êtes pas pénalisé et que vous respectez les nouveaux critères de Google, je parle de mon point de vue à moi, je serais content. Et je pense que pour Wilfried et Gaël, si on a déjà un site qui se charge rapidement, qui n'a pas de frein pour l'internaute, ils seront contents aussi. Oui. On n'est pas compliqués, nous. Ouais, alors, c'est ça, le site ne va pas mieux convertir avec 100 sur 100, c'est clair et net. On a abordé pas mal de sujets. Il y a un sujet qui est essentiel dans nos métiers et qui est beaucoup trop peu oublié. Et je fais un big up à Claire qui fait partie de l'équipe d'Adelium et qui est votre commentatrice et votre aide aujourd'hui sur le chat parce que c'est son métier. Mais du coup, la notion de contenu sur le site, on sait qu'en référencement naturel, on doit écrire beaucoup de contenu. Alors, peut-être je dis pas, peut-être je suis trop arriérée, hein, Cyril, tu me diras, mais voilà. Jamais. Je vous donne le postulat d'une vision très marketing et business, d'accord? Donc, il faut écrire beaucoup de contenu. On sait même que parfois, ces contenus-là sont pas hyper intéressants pour l'utilisateur, faut pas se le cacher. Donc, la question, c'est quel est l'équilibre pour écrire du contenu à destination des robots de Google et du contenu à destination de l'utilisateur. Comment on fait? Comment ça s'organise et quelle stratégie de contenu pour avoir à la fois de l'UX et à la fois du SEO? Je laisse commencer, Wilfried? Oui, je peux, il n'y a pas de souci. Par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les résultats de Google et aujourd'hui avec les différents résultats que Google peut donner, Google ne s'intéresse quasiment plus en fait aux mots-clés, parce que les internautes ne cherchent pas des mots-clés, ils cherchent des réponses à leurs questions finalement. Et Google commence à bien développer son intelligence artificielle pour comprendre le contexte, le sens des phrases et autres, afin de trouver la réponse aux attentes des internautes finalement.
Donc, l'idée, c'est de construire, effectivement, comme vous voyez, une architecture logique pour que la navigation, effectivement, soit fluide dans l'usage, que l'information soit accessible de manière intuitive, qu'il ne faut pas chercher l'information qui soit cachée, et que l'utilisateur soit guidé naturellement dans toute l'interface, en fait. Google, après, au-delà de ça, effectivement, a besoin de comprendre le sens de ce que l'on dit pour l'internaute et va en extraire forcément les informations essentielles, en fait. Et c'est là où on va parler du métier de clerc, effectivement, un peu plus tard, je crois. C'est que au-delà de penser stratégie de positionnement SEO, sans vouloir prendre ta place, hein, Cyril, c'est de penser en tant qu'utilisateur, quelle est l'information dont j'ai besoin, comment est-ce que je vais lui parler sans lui parler de jargon technique, de choses comme ça, et qu'il comprenne ce que je souhaite lui communiquer, en fait. Ouais, je suis d'accord et pas d'accord. On va nous arriver au fight. Mais effectivement, alors, comme le disait Wilfried, Google ne réfléchit plus en termes de mots-clés, mais vraiment d'intention de recherche, même si la porte d'entrée, ça reste le mot-clé ou les mots-clés que vous allez taper dans votre moteur de recherche. Déjà, il faut savoir que les requêtes s'allongent de plus en plus avec le temps. Hein. Au lancement de Google, on était sur des requêtes à 1, 2, 3 mots en moyenne. Là, on est sur des 5, 6, 7 mots très facilement. Et les internautes posent plus en plus des questions ou des postulats plus que juste des simples mots-clés. Donc déjà, les requêtes sont de plus en plus longues, de plus en plus complexes. Google doit déjà la comprendre et savoir vers qui ou quel site il doit vous rediriger. Donc, l'objectif, c'est que Google comprenne la requête et qu'il comprenne aussi le contenu de vos pages pour qu'il puisse faire une adéquation entre les deux. Et là où Wilfried a totalement raison, c'est qu'il faut que le contenu de la page, que ce soit du texte, des images, des vidéos, des expériences interactives ou immersives, tout ce que vous voulez, ça doit correspondre à l'intention de recherche de l'internaute. Malgré tout, il nous faut toujours du contenu. Pour que Google comprenne de quoi vous parlez, il faut que votre page comprennent un maximum de termes et de mots du champ lexical recherché par l'internaute pour qu'il puisse vraiment se dire, voilà, ce site, cette page, elle est ultra pertinente sur cette thématique-là. Et plus on va avoir de contenu, plus on va avoir de mots-clés et de mots-clés du même champ lexical dans sa page, meilleur normalement sera notre positionnement et le trafic qu'on va pouvoir en tirer. Ça n'empêche qu'il faut aussi regarder l'état de l'art, regarder quels sont les sites qui sont positionnés sur cette requête-là, quelle est leur quantité de contenu. Si maintenant on est sur une requête où tous les résultats de la première page ont peu de contenu, on sait qu'on peut potentiellement aussi se référencer avec peu de contenu. Si au contraire on est sur une recherche informationnelle et qu'on a en face de nous 10 concurrents qui ont 1000, 2000, 3000 mots sur leur page, ça va être compliqué avec une page avec une simple vidéo de ranker. Donc il faut vraiment regarder, quand on fait sa recherche de mots-clés, regarder quel est l'état de la concurrence, qu'est-ce qu'il y a comme typologie de résultats qui ressortent, quelles sont les stratégies de ces sites-là. Alors, on ne va pas les copier, mais on sait au moins qu'est-ce qui est attendu par le moteur de recherche pour essayer de faire mieux que ces sites-là. Donc, dire qu'il faut, ce qu'on entend souvent, 300 mots par page pour se référencer, oui et non. On peut se référencer et se référencer correctement avec 50, 100 ou 150 mots sur une page, comme des fois, il faudra 1000, 2000, 3000, 4000 mots, et c'est là que ça deviendrait très complexe d'avoir autant de mots dans une page sans gâcher l'expérience utilisateur et d'arriver à les intégrer pour avoir un vrai parcours. Et c'est ce fameux compromis qu'il faut chercher, qu'on arrive souvent à trouver, tout le monde arrive à lâcher du lest, mais c'est pas facile. Et malgré tout, l'optimisation sémantique d'une page, alors il existe plein d'outils, je vais pas faire de promo aujourd'hui, n'hésitez pas à demander, je pourrais en partager, mais il y a plein d'outils qui peuvent vous permettre d'optimiser des pages existantes en vous disant est-ce que vous avez assez de contenu ou pas assez, est-ce que vous avez assez de présence de vos mots-clés ou de champ lexical pour vous référencer ou pas. Il y a plein d'autres choses dont on a parlé tout à l'heure qui sont nécessaires, mais voilà, il faut avoir le bon contenu qui correspond à la bonne personne, qui convertit, qui est pas lourdeau. Oubliez aussi de vous dire, je vais mettre un paragraphe en fin de page juste pour le référencement. Alors oui, c'est bien, c'est toujours mieux que rien, mais il vaut mieux penser au contenu en amont pour intégrer votre design autour et pas se dire, je vais juste rajouter du contenu pour ajouter du contenu, faire plaisir à Google. Je dirais un truc, en plus, c'est que moi, on m'a toujours appris en SEO qu'il faut choisir les batailles qu'on peut gagner. Maintenant, ne pas s'attaquer à des concurrents qui sont bien positionnés et mettre un espèce de bourrage de mots-clés pour rattraper le positionnement. Plutôt choisir une stratégie de contenu adaptée à notre positionnement face à la concurrence et se dire, OK, le concurrent est positionné ici, peut-être que je dois me positionner sur un autre track de contenu et alimenter en contenu intéressant finalement pour l'utilisateur.
J'entends ton raisonnement sur il faut du contenu, mais je dirais qu'il ne faut pas n'importe quel type de contenu. Totalement. Du contenu. On Ah est oui, sur c'est clair. la qualité, pas forcément sur que de la quantité, en fait. Et Totalement. puis la quantité, c'est ça, c'est que en fait, faire du contenu et avoir un référencement naturel qui est super optimisé, c'est bien. Mais en fait, attirer des utilisateurs qui n'ont absolument aucun intérêt, aucun besoin relatif avec la marque. Bon, alors après, il y a toujours les chiffres qui parlent, effectivement. On a toujours. C'est contre-productif. Voilà, C'est nous, on se contre-productif. bat un peu contre ça, hein, désolé, mais c'est Totalement. vrai que le fait de faire arriver beaucoup de gens sur un site et de se dire, bah allez, on va travailler le nombre de visiteurs et ensuite on va travailler le taux de conversion. Et souvent, nous, Oui. et on est très souvent en opposition, en fait. On nous dit souvent, bah voilà, l'agence SEO, elle a fait une progression de plus 30% sur l'année dernière. On vous attend sur le taux de conversion de faire plus 1 ou plus 2%. Et comme ça, nous, notre business va exploser. Oui, mathématiquement, ça fonctionne. Mais dans la réalité, c'est pas le cas. Non. Mais bon, après, moi, je suis toujours été très mauvaise en maths, hein, mais d'un point de vue besoin utilisateur, parfois, on se rend compte qu'il y a quand même des trucs qui sont complètement délirants, en fait, dans les attentes. La Il faut question, que ce trafic soit qualifié. est-ce qu'il faut augmenter son trafic ou son trafic, ou est-ce qu'il faut améliorer la qualité de son trafic, finalement? C'est ça. C'est les deux. Si on pouvait l'améliorer et que la qualité reste bonne, c'est ça. Mais c'est vrai que très souvent, quand on augmente la quantité de trafic, s'il n'est pas forcément pertinent, ben, on va avoir plus de trafic, mais le taux de conversion va baisser. Donc, il faut trouver le juste milieu et effectivement choisir la bonne bataille, parce que si il n'y a eu aucun travail UX, ça vaut peut-être le coup de se focus sur l'UX pour mieux convertir le trafic existant. Autant faut-il qu'il soit déjà qualifié, parce que si en plus le trafic existant n'est pas qualifié, ça va être double problématique. Mais voilà, c'est vraiment trouver le juste milieu et bien choisir ses mots-clés. On va en reparler tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment la base du travail, c'est de bien choisir ses mots-clés et donc ces batailles pour avoir un trafic qualifié qui va convertir derrière. Alors, à la fin, juste, hein, on vous présentera en fait la méthodologie globale sur comment nous, on voit les choses pour travailler l'UX et le SEO ensemble. Donc, restez avec nous, on vous présente ça. Vous vouliez redire un mot sur le cocon sémantique, peut-être? Non, je pense qu'on peut passer. On avance. Je pense qu'on va passer, sinon on n'y arrivera pas. La salle juste avant, Ouais. Voilà, celle-ci, je pense qu'elle est assez importante. C'est un peu la conclusion. C'est finalement, comme l'a très bien dit Cyril, et pour le coup, je suis d'accord. Le contenu, il ne se pense pas du tout en bout de chaîne. C'est pas la dernière roue du carrosse. C'est pas à la fin qu'on commence à se focaliser sur le contenu. Au contraire, c'est limite pour nous la première chose qu'on va penser et construire notre expérience, nos parcours utilisateurs autour de ce contenu. Et donc, elle doit être orientée vers les besoins et les objectifs des utilisateurs, puisque comme l'a très bien dit Cyril, les recherches de Google par l'utilisateur sont souvent des questions, ils ont besoin des réponses. Le contenu doit être clair, concis et utile finalement, et pas, comme on l'a évoqué, du jargon technique qui ne sert pas à autre chose que montrer que vous avez effectivement des expertises, mais s'il n'est pas compris, malheureusement, le taux de conversion, on ne pourra pas faire grand-chose. Et créer du contenu uniquement pour les robots, oui, mais pas que, quoi. Et c'est effectivement ce qu'a très bien dit tout à l'heure, quoi. Et juste effectivement, Tiffany a écrit UX Writing. Ouais, donc en fait, le métier dont on parlait au début, effectivement, c'est le métier de UX Writer. Donc nous, on utilise, on met beaucoup du UX Writing dans l'ensemble de nos projets. C'est un métier qui lit justement, qui utilise, on va dire, le contenu du site pour apporter une expérience utilisateur optimale. Et voilà, et c'est un métier dont on ne peut plus se passer. En tout cas. Tu dis ça comme si on mettait un peu de sel. Voilà. C'est un peu comme tout. Tu dis ça, Gaël, comme si on mettait un peu de sel dans notre cuisine, quoi. On met un peu du UX-Writing un peu partout dans nos projets. Exactement ça. Mais ça s'improvise pas, hein. C'est un peu comme tout, le référencement, tout le monde le bricolait au début. Après, on a tous voulu améliorer la conversion en bricolant. La rédaction, c'est pareil. Tout le monde pense pouvoir rédiger ses contenus. Alors oui, une première version peut-être, mais le retravailler pour que ça convertisse, que ça parle à l'internaute, il y a de la réflexion derrière et c'est un métier qui est pas assez mis en avant, mais qui est primordial pour que ça marche, que ce soit en termes de SEO ou du X. Je rebondis sur la question de Marc. Si mes clients utilisent un jargon, un vocabulaire spécifique, puis-je quand même l'utiliser dans mon contenu? Effectivement, je vous laisse répondre. C'est pour vous, les questions. C'est pour moi. Ah oui. Okay. Alors, effectivement, on a des clients très scientifiques, pour certains en tout cas, qui utilisent ce jargon. La question, c'est pas de supprimer le jargon, puisque selon les cibles et les personas, forcément, ça peut être des choses qui vont être recherchées. Potentiellement, il y a des utilisateurs qui vont rechercher via ce jargon et qui vont tomber dessus.
mais ça va dépendre de la stratégie finalement et du positionnement. Si on est vraiment sur une niche et une cible où on est très spécifique, il ne faut pas non plus supprimer tout le jargon. Maintenant, si il est possible que dans vos cibles, certaines personnes ne comprennent pas ce jargon, c'est important de l'expliquer. Donc la question, c'est plutôt de savoir qui sont les cibles, quels sont leurs niveaux de compréhension et comment est-ce qu'on doit leur parler. C'est là où il y a un travail en amont sur le contenu et le tester et vérifier qu'il sera bien compris par nos cibles en fait. Il faut adapter le discours à la cible. Voilà. Et Google va le comprendre aussi en plus. Hein. Si vous avez le bon discours pour la bonne cible, les résultats de recherche et les mots-clés qui seront utilisés seront en corrélation. Donc tout ça, c'est bénéfique à tout point de vue. Super. Alors, la question essentielle, c'est comment on s'organise? Parce que là, c'est bien beau, il faut travailler ensemble, il y a plein de métiers, voilà. Comment ça se passe? Alors, du coup, je crois que vous avez, vous avez une slide d'introduction, donc vous avez un beau schéma méthodologique que j'ai hâte de découvrir. Ça, on a un petit peu on a déjà dit tout ça, je pense que… Oui. Eh bien, c'est parti. On a dit pas mal de choses. Ouais. Alors, n'ayez pas peur, ils vont l'expliquer. Hein. Ouais. Effectivement, ouais, tu veux y aller? Je veux que j'y aille? J'y vais. Donc, effectivement, c'est ne pas viser la première place, mais plutôt se positionner sur qui sont nos cibles, comme on l'a évoqué juste avant, bien comprendre leurs besoins, leurs attentes. Et à ce moment-là, on va travailler tout de suite avec l'équipe SEO et tout de suite avec l'équipe qui va faire la conception, finalement. Donc, bien connaître l'utilisateur pour bien définir les mots-clés, comme l'a très bien dit Cyril, bien remonter les opportunités pour bien définir la stratégie de contenu et ainsi avancer sur une phase que nous, on appelle la phase de recherche et poser les fondamentaux. Tu as dit quelque chose, Cyril, par rapport à ça? Oui, c'est vrai que nous, en termes de référencement, la liste de mots-clés reste la base de notre travail. Ça a toujours été le cas et ça l'est toujours. Il nous faut une liste de mots-clés. Par contre, dans sa définition, dans la recherche des mots-clés ou des types de mots-clés qui sont tapés par nos internautes, il y a vraiment eu des gros changements dans les dernières années. Il faut se mettre à leur place. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se demander qu'est-ce qu'eux se posent comme question. Il faut regarder ce que fait la concurrence. C'est vraiment cette identification de persona et de typologie de façon de rechercher qui est primordiale. Parce que tu le disais tout à l'heure, les requêtes vont être différentes et on va pas forcément viser les gros mots-clés à gros volume sur lesquels on a un peu de chance de se positionner. Si au contraire, on va trouver les mots-clés de longue traîne ou nichés qui sont vraiment pertinents par rapport à notre cible, la difficulté sera plus faible et les résultats seront meilleurs. Donc, c'est vraiment cette phase qu'il faut pas négliger, que ce soit de votre côté client et sur la phase sur laquelle nous, on a vraiment besoin d'être en corrélation, de travailler main dans la main pour mettre en adéquation les intentions de recherche et puis comment organiser ça sur le site. Tout à fait. Donc ça, c'est avant le début du projet, en fait. Hein. Ouais, nous on essaie toujours d'anticiper au plus tôt, avant l'arborescence, parce que derrière, ça va impacter évidemment l'arborescence et les pages du site sur lesquelles on va devoir travailler. Alors moi, ça m'embête de dire ça parce que c'est le début du projet, en fait. Ça fait partie du projet, en fait. Tout ça, oui. Le projet, c'est pas juste le moment où on fait du développement, où on fait des belles maquettes, puisque l'expérience utilisateur se pense à tout moment, dès le début, cette partie-là, en fait. Moi, je parle plus de la définition de la liste de mots-clés, mais évidemment… On est d'accord. Vous avez compris sur le schéma, les points vert turquoise, c'est l'équipe SEO et rouge, c'est l'ensemble de l'équipe projet. Mais l'idée, c'est de mettre plus en avant l'intervention importante du SEO à tout moment dans la phase du projet, au début, au milieu et à la fin. Et une fois qu'on a bien posé les fondamentaux, exactement, on a bien posé les fondamentaux, on a bien fait toute cette phase de recherche, là, on va commencer à penser effectivement les parcours utilisateurs qu'a évoqué Gaël tout à l'heure. Et là aussi, on va travailler main dans la main avec le SEO sur le maillage d'arborescence. Quand on passe en phase de production, donc là, quand on commence à mettre un peu les mains dans le cambouis sur la partie technique et le développement dans le dur et même les maquettes, à tout moment, on fait une revue SEO pour être certain qu'on va dans la bonne direction, pour pas s'enfermer dans quelque chose où ça nous plaît à nous, mais ça n'atteint pas ou ça n'atteindra peut-être pas les objectifs qu'on s'est fixés en amont et dans la phase de recherche finalement. Et on perdra moins de temps si on les voit tout de suite, les soucis. Exactement. Corriger les problèmes le plus tôt possible, effectivement. Même si nous, on procède toujours à un gros check-up technique complet juste avant la fin, c'est vrai que dès le début, on donne des préconisations et on suit au fur et à mesure les wireframes, le développement, la pré-prod pour être sûr qu'à tout moment, on essaie d'identifier en amont les soucis possibles. Évidemment, plus on travaille ensemble, ce qui est le cas avec Adelium, moins il y a de soucis. Mais voilà, il y a toujours des choses qui paraissent normales et claires pour l'équipe technique ou même UX et qui va nous poser un peu souci et on trouve les compromis le plus tôt possible permettra d'aller plus vite et d'éviter des pertes de temps à tout niveau.
Ouais, exactement. Si je rappelle, le rôle de Claire chez nous, elle est présente à tout moment, à toutes les étapes, puisqu'on va d'abord se poser la question finalement du contenu, des mots-clés et de ce que recherche l'utilisateur sur la plateforme. Dans la conception des parcours, on va travailler aussi avec Claire sur l'arborescence, la hiérarchisation de l'information, sur comment est-ce que l'information va être amenée à l'internaute. Et même dans la production, Claire va être là pour superviser sur la rédaction des contenus, que ce soit du côté des clients ou en interne, travailler sur les micro-contenus, sur le wording, travailler avec le SEO, effectivement, comme très bien dit Cyril, pour les checks. Et c'est seulement à la fin qu'on met en production et qu'on passe en phase de mesure, puisque une fois qu'on a fait tout ça, le projet, il n'est pas terminé. Au contraire, on n'a pas dans une phase où l'amélioration continue, on va commencer à boucler et regarder si on performe finalement, si on atteint nos objectifs, faire des tests, des A/B tests, etc. pour toujours aller dans le mieux, quoi. Et c'est vrai que à ce niveau-là, alors la démarche que vient d'expliquer Wilfried, c'est la meilleure, c'est qu'on anticipe, on push quand on est prêt. Après, on mesure, on améliore, on rectifie. J'entends encore trop souvent, on va déjà faire ce qu'on peut. On va penser à l'UX et le SEO après, puis on répare, on rectifie. Non, si c'est pas anticipé, alors on va pas repartir de zéro, mais il y a souvent trop à revoir et en fait rien ne sera fait. Si on n'a pas pensé à ces mots-clés en amont, si on n'a pas fait les pages en corrélation, si on n'a pas les contenus qui vont avec, si techniquement rien ne va, que le site n'est pas rapide, qu'il n'est pas adaptatif, qu'il y a trop de soucis techniques, au final, vous allez repartir presque sur une refonte que sur de l'amélioration de l'existant. Donc, il faut anticiper tout ça. Et d'ailleurs, souvent, nous, ça nous arrivait, plus maintenant parce qu'on ne se laisse plus faire, mais ça nous arrivait souvent quand le SEO arrivait en bout de chaîne, d'avoir tout notre UX qui était pété parce que forcément, on devait rajouter des pages, on devait rajouter des contenus à droite, à gauche et l'utilisateur, il ne pouvait pas comprendre en fait pourquoi on lui mettait autant de texte à des endroits complètement incohérents. Donc, c'est vrai que c'est essentiel de pouvoir… On n'a plus le choix parce que sinon, ça crée trop de problématiques en termes de temps, d'argent, de compréhension, de performance. C'est s'il y a un objectif SEO, en tout cas, c'est quasiment toujours le cas, il faut l'anticiper. Et l'UX, et je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais l'UX c'est primordial parce qu'il y a des sources d'acquisition différentes que le SEO. Et ça arrive que des projets n'aient pas besoin de SEO. Et donc, l'UX est presque plus primordial puisque, quelle que soit votre source d'acquisition, il y a besoin de convertir. Par contre, si on veut du SEO, il faut l'anticiper tout de suite. J'ai une super question là de David. Merci pour cette question parce que je trouve que on arrive à la conclusion et ça conclut bien. Alors, David nous demande si j'ai un budget de 100 pour mon projet digital, comment je répartis cet effort entre site, SEO, UX et éditorial? Merci, David. Merci. La grosse question. Bon, je crois qu'ils vont s'en aller. Non, c'est une excellente question et c'est souvent le problème et c'est un peu le point de départ du webinaire. C'est finalement, je vais faire des concessions sur l'UX, pas sur le SEO, des concessions sur le SEO, pas sur l'UX. Mais fondamentalement, c'est de se poser la question, par rapport à mon budget, quel est l'objectif que je souhaite atteindre en fait? Est-ce que c'est un objectif de conversion, de génération de leads, etc. Et pas de se focaliser sur les fonctionnalités tout de suite, mais plutôt vraiment sur l'objectif. Et c'est là où, dans la phase de recherche et de conception, alors idéalement, c'est de scinder peut-être les deux et faire qu'une phase de recherche. C'est qu'en fonction des objectifs, on va penser une solution à la hauteur du budget et mettre en place des actions à la hauteur du budget. Parce que même avec 100, quel que soit le budget, même avec un budget minimum… 100 €, tu veux dire? Non. Je veux dire, quel que soit le budget, dans cette méthodologie, on va passer de l'amélioration continue. Donc, on va attendre de générer un minimum de cash une fois que la première version est en ligne pour mettre en place de nouveaux leviers d'action à la hauteur de ce qu'on peut investir, en fait. Donc, l'idée, c'est pas de cramer tout le budget tout de suite ou faire un crédit sur 40 ans, mais de mettre des choses qui valent le minimum ou le strict, ce qui est suffisant, en fait, pour pouvoir après faire l'amélioration continue, en fait. Donc, quel que soit le budget, on doit être en mesure de mettre quelque chose en place si on vise un objectif et pas une liste de fonctionnalités. C'est souvent ça le problème. C'est qu'on peut avoir un cahier des charges avec des fonctionnalités qui sont très précises, qui ont un coût, un temps de développement, un temps d'intégration, un temps de maquettage, un SEO, alors que si on se fixe des objectifs, les fonctionnalités vont arriver peut-être plus tard, en fait. Et la différence, elle est là. Et c'est d'ailleurs, j'ajoute une chose, la raison pour laquelle souvent en avant-vente, alors nous, on fait beaucoup d'avant-vente tous les trois, on demande les budgets et en fait, c'est pas pour abuser en termes de tarifs. Enfin, nous, en tout cas, chez Adelium, nos TJ sont toujours les mêmes et affichent clairement et tout ça.
c'est surtout pour pouvoir adapter en fait la méthodologie alors on demande généralement pas que le budget, on demande les objectifs stratégiques, le type de cible de persona et puis le budget pour pouvoir mettre tout ça en corrélation et pour pouvoir proposer la méthodologie optimale. Donc si c'est 100, si c'est 1000 ou si c'est 10 000, on n'aura peut-être pas la même alors c'est dans d'autres dimensions, hein, mais on aura peut-être pas la même approche, voilà, en fonction de l'objectif aussi. Ouais. Ce que je vais rebondir sur la question, sur ce que disait Wilfried tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi, selon moi, regarder ce qui est le plus perfectible. Parce que si vous avez déjà un trafic qui est plutôt qualifié, on peut investir en SEO, mais par contre, la hausse de trafic, elle sera peut-être un peu moins qualifiée ou elle va mettre du temps, ce qui est toujours le cas en termes de référencement naturel. Et si votre conversion est pas bonne du tout et qu'il n'y a jamais eu de travail UX, bah autant se focus sur l'UX avec ce budget parce que derrière, l'évolution va être importante. Au contraire, si vous n'avez jamais fait de SEO, vous avez un site qui convertit pas mal avec le trafic en place, bah on peut peut-être faire un plus gros effort sur le SEO. Il faut vraiment regarder, selon moi, là où il y a la plus grosse marge de progression avec ce trafic-là. Si on part de zéro, il faut faire un peu de tout. Faut pas réfléchir, faut faire un peu de tout. Moi, là aussi, là où je voulais rebondir, c'est que c'est le cas en UX, mais peut-être un peu plus en SEO. Ça s'entretient, le référencement naturel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a poussé le site, qu'on a un site qui convertit, tout n'est pas fini. Il y a quand même des actions récurrentes à mettre en place, en UX aussi, mais peut-être moins récurrentes. Il y a du suivi à mettre. Nous, on sait que voilà, il y a du monitoring, mais il y a aussi de l'acquisition de notoriété, il y a l'amélioration des contenus existants, la rédaction de nouveaux contenus. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux qui s'arrête pas. Et il faut l'anticiper aussi. Donc, voilà, il faut mettre le budget là où ça peut performer et malgré tout, toujours anticiper. Et ça coûte malheureusement de plus en plus cher. Quand je vois les budgets de création de sites, on retourne au terme générique. Aujourd'hui et il y a 10 ans, c'est pas les mêmes tarifs, mais c'est plus les mêmes missions. Un site aujourd'hui, c'est du développement, du graphisme, du UX writing, de l'UX, du SEO. Enfin voilà, il y a du monitoring qui va beaucoup plus loin qu'avant. Donc voilà, avoir un site aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher, mais on peut en faire beaucoup plus et on peut aller beaucoup plus loin. Donc ça se réfléchit, mais voilà, le côté perfectible par rapport à cette question, ça me paraît primordial. Ouais, pour compléter ce que tu dis, Cyril, c'est vrai que nous, on a pour habitude, pareil en avant-vente, avant de décider si on monte ou pas sur un projet, d'analyser finalement si ce projet, c'est un projet qui a une destination, qui est un budget d'investissement pour l'entreprise ou si c'est une dépense. Parce que finalement, si c'est juste une petite dépense qui est là parce qu'il faut, parce que voilà, bon. Nous, en tout cas, sur la partie vraiment UX, méthodologique très poussée et tout, on va pas monter dessus parce qu'on va forcément proposer des budgets et une méthodo qui est un peu un bazooka pour tuer une mouche, quoi. Donc, il faut vraiment analyser ça. Si vous vous dites, ben ouais, demain, j'ai envie de créer un site, effectivement, j'ai 5 000, 10 000 euros et puis ça pèse déjà très, très lourd et puis en plus, c'est juste pour avoir une vitrine sur Internet. On va vous dire, peut-être il vaut mieux que, je sais pas, si vous avez un hôtel ou un restaurant, vous fassiez référencer sur Booking, sur La Fourchette et puis vous pouvez avoir une page Facebook et vous sortirez quand même bien sur Google plutôt que d'investir énormément sur un site que vous n'allez pas entretenir et qui ne va pas être un sujet d'investissement pour votre entreprise. Donc, il y a aussi cette vision-là qui est importante. Je dirais, faut pas avoir peur que la plateforme, le site internet évolue finalement. C'est pas grave si au début c'est petit, puisque alors il y a l'expression assez vieillissante qui dit Rome ne s'est pas construite en un jour. Moi, je préfère dire que le premier iPhone n'envoyait pas de MMS. Aujourd'hui, on voit Apple. Enfin bref, un site internet, ça évolue constamment. Une première version d'un site, ça fait le minimum, c'est pas grave. Mais quelle est la stratégie, quel est votre objectif? Et c'est ça qu'il faut viser finalement. Il faut avoir une base saine. Hein. Nous, c'est ce qu'on dit toujours en termes de référencement naturel. Moi, je préfère que le minimum soit fait, mais qu'on ait une base saine évolutive, que de se dire on le fait après coup, il faut tout casser. Donc, effectivement, il faut peut-être mieux viser plus petit, mais bien travailler, que ce soit en termes de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, UX, contenu SEO, plutôt que voilà, de se dire je vais attendre 2, 3, 4 ans pour faire le gros site. Pour moi, ça serait une erreur de se dire on attend d'avoir plus de budget pour faire un plus gros site. Il vaut mieux construire plus petit et le faire évoluer. Je rejoins totalement ce que tu dis là. On va devoir conclure parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire très, très intéressant. On aimerait toujours, on est toujours très frustrés à la fin parce qu'on ça dure plus longtemps. Avant de conclure, première information, surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous écrire. Alors moi, je veux bien centraliser pour tout le monde. Donc, je vous mets mon adresse mail. Hop.
Voilà, je vous mets mon adresse mail dans le fil et si vous voulez m'écrire, si vous avez des questions à poser à Cyril ou à Wilfried en plus, je leur transmettrai. Et autre info, je le lance comme ça, c'est parce que c'est important, c'est une de nos news. On recrute à Marseille. Attendez pas ce que je dise ça, oui. On recrute à Marseille, on recrute un UX designer, UX researcher qui a une casquette PO. Donc, surtout, n'hésitez pas, si notre approche vous plaît, à postuler ou à transmettre cette information. Vous trouverez l'annonce sur notre site. Voilà. Les garçons, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, ça va, je recrute personne. Non, on n'est pas en période de recrutement non plus, mais en tout cas, c'était très intéressant. Vous voyez, on retombe sur nos pattes et ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est vrai que moi, c'est ma petite conclusion. Il y a quelques années, on se tapait beaucoup plus dans les pattes mutuellement. Moi, je sais que quand on faisait des préco SEO, il y a encore quelques années, on nous aimait pas parce que voilà, c'était des gros blocs de texte. On tapait dans les pattes des UX writers et designers. Inversement, nous, on était très embêtés quand nos recos n'étaient pas suivis. C'est une évolution naturelle et maintenant on travaille main dans la main. Il y a des débats, mais on sait tous faire des concessions. En tout cas, entre Adelium et MK, il n'y a vraiment jamais de souci à ce niveau-là. C'est pas toujours le cas avec d'autres agences. Donc voilà, faut le dire aussi que c'est un partenariat qui marche bien. Et il faut savoir faire des concessions et savoir dire les choses. Et ça, c'est l'évolution de nos métiers respectifs. Et c'est comme ça qu'au contraire, les projets marcheront encore mieux. Donc voilà, c'était très instructif. Et puis vous l'avez vu, c'est complémentaire. Merci Cyril. Oui. Rien à dire, on est dans le délai, moi ça me va. Ouais, nickel, pile poil. Il y a une réunion après, dans une minute. Là, on va vous laisser. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. On essaye de vous refaire du contenu dès qu'on peut. Hein. Voilà, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas le temps. Faut le temps. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.